Docteur Yamtimba, au-delà des détails et de ces informations, notamment des risques sur le plan sécuritaire, le Bénin a-t-il besoin ou non des pays de l'AES et particulièrement du Niger sur le plan commercial, sur le plan économique, sur le plan des coopérations? Je pense que tous les pays frontaliers ont besoin les uns des autres. Le fond du problème, ce n'est pas... ce n'est strictement cela. Mais en réalité, ce qui est grave, c'est que justement, le fait de partager la même frontière aujourd'hui crée un risque pour le Niger. Il aurait pu y avoir, je veux dire, il y a une frontière entre le Niger et le Burkina Faso, il n'y a aucun problème. Mais là, on a quand même quelque chose qui apparaît, c'est que compte tenu de ce que nous avons dit précédemment tous les deux, ce qu'il a dit, qui venait compléter ce que j'ai dit, nous constatons de façon absolument claire que le Bénin représente un risque majeur pour, pas seulement le Niger, mais pour l'AES. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez déstabiliser l'AES, vous n'allez peut-être pas vous attaquer aux 3 pays en même temps. Vous allez vous attaquer à l'un des pays. En le fragilisant, vous commencez petit à petit à fragiliser tout le dispositif et toute la confédération. Donc, le fait est que la CEDEAO est obligée de créer des règles tout à fait nouvelles qui n'existent pas, qui ne font pas partie de ces statuts, qui sortent de nulle part comme un lapin dans un chapeau de prestidigitateur, comme par exemple cette affaire d'extension de 6 mois, parce que ça permet aux forces déstabilisatrices de gagner du temps. Ils s'achètent un peu de temps pour déstabiliser l'AES. Nous n'avons pas idée, en étant assis dans des pays qui sont en dehors de la CEDEAO, du désastre économique qui se crée là-bas. Parce que aujourd'hui, l'Europe, peut-être, on voit sa désaffection économique dans le cadre de son conflit avec la Russie en Ukraine, mais on ne parle pas beaucoup de la désaffection ou des problèmes économiques engendrés par la sortie des pays de l'AES, de la CEDEAO, dans cet espace-là. Ce sont des problèmes extrêmement graves. Un port comme celui de Dakar, 30% de son trafic, c'est le Mali. 30%. Le môle 3 du port de Dakar, qui est clairement, comme vous le comprenez, le terminal le plus important, c'est le Mali. C'est 30% du trafic. Le port de Cotonou, eh bien, il est de notoriété publique que 65 à 70% de son trafic, c'était pour le Niger. Vous avez des ports comme une grande partie de ce qui est à Abidjan, c'est pour le Burkina Faso, à peu près 10-12%. Et vous avez des ports comme celui de Temaogana. Une bonne partie de ce qui y arrive va en fait au Burkina Faso. Et à Abidjan, le Mali, c'est à peu près 10%. Dans les pays de l'AES, c'est à peu près 20-25% du trafic portuaire de Côte d'Ivoire. À peu près 70% au Bénin, à peu près 30-40% au Togo, 30% au Sénégal. Vous voyez très bien que ça pose un sérieux problème économique à ces pays-là. Aujourd'hui, ils explorent de nouvelles routes. Ils espèrent trouver de nouvelles routes. Et la crainte de tout le monde, c'est que ça ne va pas seulement faire chuter, parce que malheureusement, une grande partie aujourd'hui de leur approvisionnement se fait par avion cargo, pour éviter le traçage dans ces ports-là. Et ils explorent de nouvelles routes. Et en même temps, tout le monde imagine que si certaines routes se créaient, grâce par exemple à leur sortie définitive du franc CFA, grâce par exemple, si jamais un pays comme le Tchad fait route vers l'AES, imaginez que vous ayez des routes qui se créent vers le port de Douala ou le port de Kribi. Ce serait terrible. Parce que si vous avez des routes, vous avez de nouvelles arrivées qui se font par le port de Douala et de Kribi, pour le Niger, c'est peut-être un peu plus long que avec le port de Cotonou, parce que Cotonou-Niamey, c'est à peu près 1000 km. Vous aurez Douala-Niamey, ça va peut-être aller chercher dans les 2000 à peu près, 1800, 2000 km à peu près. Ce sera un peu plus long. Mais si l'essentiel des marchandises passe par train, jusqu'à Ngaoundéré au moins,
C'est-à-dire que si on a 100% de ce qui arrive, qui est mis sur les rails et qui arrive donc en Ngaoundéré, ça peut aller beaucoup plus vite que comme quand ils prennent par camion de Cotonou à Niamey. Pourquoi? Parce que le temps que le train va mettre en non-stop, en mettant des trains spéciaux, va réduire la durée du trafic, du trajet, va représenter à peu près 60% du temps du trajet. Et donc, au fond, ce sera plus long, mais ça pourrait revenir beaucoup moins cher. Ou alors, on pourrait garder à peu près les mêmes prix. Du coup, vous n'imaginez pas à quel point ça secoue la CEDEAO. Ça secoue sérieusement la CEDEAO. L'Algérie s'est mise en tête de donner la priorité à ces histoires terroristes au lieu de gérer la partie commerciale que le Mali était disposé avant même l'AES. Bien sûr. Or, le Mali était disposé dès que Assimi Goïta est arrivé au pouvoir à utiliser les ports algériens. Ils ont perdu cela, ils le regretteront longtemps. Mais ce qui est certain, c'est que lorsque nous regardons ces aspects purement économiques, l'AES n'a pas l'intention de bloquer la CEDEAO. L'AES ne cherche pas les problèmes à la CEDEAO. Je crois qu'ils ont sorti dernièrement même un document de libre circulation des biens et des personnes. Effectivement. Sauf que la CEDEAO n'a pas renvoyé la contrepartie. Ou peut-être parce qu'elle croit que l'AES fait encore partie de la CEDEAO, donc elle ne revoit pas ses protocoles. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il faut imaginer que les pays de l'AES et les pays de la CEDEAO, c'est les mêmes peuples. Donc, ils n'ont pas l'intention d'engager des problèmes anthropologiques que les autres engagent, que les Français pourraient créer sans état d'âme, parce que ça ne les concernait d'ailleurs pas. Et donc, ils croient que maintenir cette homogénéité et donc la possibilité pour les familles de se voir, c'est quelque chose d'important. Et il y a d'autres aspects économiques qui sont extrêmement graves, hein, comme par exemple, la tabaski arrive. Vous savez que plus de la moitié des moutons consommés au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, ça vient du Mali. Et comment ils vont gérer ça? Une grande partie des moutons qu'on consomme dans le nord du Nigeria viennent du Niger. Donc, comment vous allez régler ces problèmes? Bon, sauf s'ils vont faire comme Bongo, importer de la neige. Peut-être vont-ils importer des moutons qui viendront peut-être des chameaux d'Arabie Saoudite. Peut-être, je ne sais pas, ils ont assez d'argent. Mais ces choses nous révèlent des problèmes graves, profonds, structurels, qui sont créés par cette incommensurabilité paradigmatique entre l'AES et les autres pays. Nous devons clairement voir qu'on a en même temps un certain nombre de projets qui se concrétisent de plus en plus dans l'AES et qui vont tirer l'AES de plus en plus haut et laisser la CEDEAO de plus en plus bas et de plus en plus loin. Attention à cela, c'est quelque chose d'extrêmement grave, qui est généralement, lorsque des pays n'ont plus de réponse à vous opposer, qui est souvent source de conflits ouverts. Et vous avez en même temps de l'autre côté l'impact mondial de cette création de l'AES, qui est d'une part que le franc CFA manifestement est éventré et pourra être abandonné rapidement d'ici peu, probablement par ces pays l'année prochaine. Ce serait une superbe nouvelle. Je crois qu'ils ont déjà eu le temps de faire des réserves d'or et ils peuvent avancer. Et les projets qu'ils ont conclus avec la Turquie, la Russie, la Chine, l'Iran, leur permettent aujourd'hui, je crois, de pouvoir avoir une monnaie qui peut être soutenue sérieusement par tout cela. D'autre part, quand nous regardons la situation d'un point de vue purement sécuritaire, la victoire de ces pays sur le front nord permettra en fait ou poussera l'Occident à se demander où est-ce qu'il va pouvoir mettre son réservoir de mercenaires qu'on appelle gentiment terroristes et qui sont dans le nord. L'Algérie a déjà un problème avec ça, parce qu'ils ne savent pas comment gérer ce qu'ils avaient poussé depuis les années 90 au nord du Mali, comment faire pour les récupérer et comment régler le problème de leur retour. Vous savez que
le terrorisme se perpétue en grande partie dans le nord de l'Afrique et le Moyen-Orient parce que les Occidentaux ne veulent pas du retour de leurs fils partis combattre là-bas. Même les contingents publics qu'ils y envoient, ils ne veulent pas du tout qu'ils reviennent. Et du coup, ils forment une sorte d'armée SDF qui est déployée en fonction des opportunités et des menaces, ce qu'ils considèrent comme des menaces partout au Sahel, en Afrique et au Moyen-Orient. Sauf que aujourd'hui, il est évident et clair, ceux qui étaient en Centrafrique, on sait qu'ils sont retournés au Sahel, puisque on sait dans quelle situation le Centrafrique était. Maintenant, ceux qui sont là et qui sont en train d'être progressivement repoussés vers le nord des pays, qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va les renvoyer? On va les redéployer où? Vous avez des soldats même qui sont dans des bases militaires officielles comme au Tchad et au Niger. On ne sait pas où les redéployer. Parce qu'on ne veut pas que ces gens-là rentrent en métropole. Donc, il va y avoir de gros problèmes et l'AES doit s'attendre à ça. Or, tant qu'il n'y a pas de réponse à ce type de questions très spécifiques, comment voulez-vous que l'AES fasse confiance à des gens qui pourraient héberger des mercenaires, qui les hébergent d'ailleurs, et qui pourraient les héberger dans l'avenir, et dont l'unique objectif sera de la déstabiliser. Je crois que compte tenu de tout ça, nous devons nous assurer que nous devons suivre ce qui s'y passe et surtout interpeller l'AES pour que l'AES reste vigilante. Absolument vigilante. Mais surtout continuer à interpeller d'autres pays qui devraient rejoindre l'AES. Parce que l'AES paraît, c'est une solution, mais elle est encore fragile. Il faudrait que nous en soyons conscients et cela doit nous préoccuper au quotidien. L'AES ne peut pas faire la guerre, ne peut pas résister indéfiniment aux assauts de l'OTAN sous couvert CEDEAO, je sais pas, sous couvert CEDEAO, sous couvert groupe terroriste, etc. L'AES ne peut pas résister indéfiniment à ces gens-là, toute seule. Il faut que... Or, si vous avez des pays de l'Afrique centrale qui trouvent le moyen d'une coalition avec l'AES, si les autres pays de la CEDEAO, d'autres pays de la CEDEAO, apportent des garanties qui peuvent leur donner le courage de rejoindre l'AES, un pays comme le Ghana pourrait très bien se désolidariser des autres, parce qu'à cause de sa situation dans la CEDEAO, le Ghana aujourd'hui se retrouve être l'un des pays les plus endettés de l'Afrique de l'Ouest. Donc, des pays comme ça, qui présentent des zones de fragilité, pourraient être démarchés pour rejoindre l'AES, avec déjà l'héritage de Kwame Nkrumah. Mais si vous parlez de l'unité de l'Afrique, vous allez chercher ça là-bas. On peut même continuer à démarcher le Sénégal, même si ça prendra le temps que ça prendra, continuer à démarcher le Sénégal en faisant des choses qui peuvent être parfois simples. Au Sénégal, quelqu'un comme Cheikh Anta Diop est très peu connu. En tout cas, il n'est pas aussi connu et respecté qu'il l'est, par exemple, dans un pays comme le Cameroun. Et l'AES doit savoir qu'au-delà des canons, des avions et des chars, il y a la guerre médiatique. Cette guerre médiatique-là ne doit pas être une guerre de réaction où on réagit à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose. Mais ça doit être une guerre où on garde l'initiative. Donc, par exemple, essayer d'expliquer au peuple sénégalais qu'il n'y a pas de raison que tout l'action panafricaniste venue en Afrique via les Kwame Nkrumah et Cheikh Anta Diop, que eux, ils ne puissent pas s'aligner derrière le plus illustre de leurs compatriotes, qui est Cheikh Anta Diop. Et aux Ghanéens de leur dire, vous ne pouvez mériter d'être Ghanéen, puisque de toute façon c'est Kwame Nkrumah qui donne ce nom-là, vous ne pouvez mériter d'être Ghanéen que si vous pouvez suivre les conseils, la pensée de Kwame Nkrumah, dont l'épicentre est l'unité de l'Afrique. Donc, il y a cette offensive médiatique qu'il faut mener pour pousser les populations, pour amener les populations à contraindre leurs dirigeants à rejoindre éventuellement l'AES à un moment ou à un autre, ou à trouver des mécanismes de coopération stratégique avec l'AES. Nous avons un travail extrêmement important en Afrique. Comment construire un monde qui sera à l'abri des attaques des autres, qui sera capable de résister aux attaques multiformes que les autres mènent contre nous. Nous devons nous devons savoir que ce n'est pas parce que certains États sont contre notre idéal que nous devons cesser de leur parler. C'est ce que le ministre Diop a fait avec le ministre
des Affaires étrangères du Bénin. Il lui a parlé, il a accepté de discuter avec lui, mais je crois que le ministre Diop est tellement futé, nous avons eu le temps de nous en rendre compte, qu'il l'a poliment écouté, et ben il s'est dit, ok, d'accord, il est très drôle, mais bon, je l'écoute quand même. Et aujourd'hui, les Africains doivent tous se jeter dans cette bataille médiatique, aller donner un coup de main, aller investir dans l'AES pour la renforcer, aller dans l'AES pour former la jeunesse, mais surtout essayer de répandre le message de l'unité de l'Afrique en prenant l'AES comme un modèle pour éviter que ce bout de terre ne se retrouve isolé comme le Centrafrique est isolé en Afrique centrale. Comment faire? Essayer de tout faire pour que le Tchad soit convaincu et qu'on puisse aller enfin de l'AES en Centrafrique, ce qui serait quelque chose de fabuleux. Merci.